Est-ce que vous avez eu connaissance de tous ces cas? Enfin, j'imagine, oui, des femmes torturées, des femmes arrêtées, torturées, violées. Parce qu'en fait, quand on regarde dans les journaux, il y a eu des articles, mais très peu par rapport à la gravité de ces cas. Alors, bon, les cas bon, la question du harcèlement sexuel, elle était présente en Égypte avant la Révolution déjà. C'était pas une question sur laquelle j'avais travaillé. Les agressions sexuelles, ce que je trouve, il me semble que le film montre ça très très bien, c'est que c'est une ligne qui court, comme vous venez de le dire, derrière, enfin qui est présente par-delà tous les changements de régime, de gouvernement et toutes les péripéties politiques que l'Égypte vit depuis 2011. Moi, c'est une question sur laquelle j'ai écrit à plusieurs reprises entre 2011 et 2013, mais sur laquelle, à partir de 2013, j'ai fait une enquête pour Mediapart, et puis après, j'ai rédigé un rapport pour la Fédération internationale des droits de l'homme sur la question de l'utilisation de la violence sexuelle sur les hommes et les femmes par les forces de sécurité. Et je crois que ce qui est très juste dans le film et qui répond en partie à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est-à-dire on se demande qui est le pire. Et paradoxalement, le film le montre sans l'expliquer ou sans le dire explicitement. C'est le rôle des services de sécurité, des services de renseignement dans l'exercice de cette violence, dans la perpétration de ces actes, ces crimes sexuels en fait. Il se trouve que... d'ailleurs, le film ne pose pas clairement la question des coupables, etc. Dans le rapport que la FIDH a publié donc en mai dernier, je crois qu'on l'a publié, j'avais fait l'enquête en novembre 2014, on montrait bien, alors bien que c'est des crimes qui soient jamais, sur lesquels il n'y a jamais d'enquête, il y a une responsabilité très très forte, d'abord très souvent de ceux qu'on appelle les Baltagas. Les Baltagas, donc, qui sont des hommes de main employés par les services de sécurité et l'armée égyptienne. Il y a une responsabilité très forte des soldats, comme on le voit dans le cas des tests de virginité. Après le coup de juin, enfin après les événements du 30 juin 2013, à partir de juillet 2013, il y a une propagation de cette violence un peu partout, y compris dans les enceintes des tribunaux, dans le cadre des fouilles. Hind Nefari le dit très bien, à un moment, elle explique qu'elle est en fait violée, elle ne dit pas le mot, mais c'est le cas, c'est-à-dire elle est violée à la demande d'un policier par une femme, gardien, dans l'enceinte du tribunal au moment de la fouille. Et alors il s'agit à ce moment-là d'attouchements sexuels, mais souvent ce que ces jeunes femmes ne disent pas par pudeur ou par honte, c'est que c'est des viols en fait. Et c'est des viols qui concernent les hommes et les femmes. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il est très important de garder à l'esprit que ce que payent ces femmes, c'est d'abord et avant tout c'est le prix que payent tous les Égyptiens pour finalement, c'est le prix que les services de sécurité, que les mukhabalat font payer d'abord à ces manifestants, à ces activistes, mais c'est aussi une violence d'État. C'est-à-dire, je crois que c'est très important, et le film le montre très bien, de souligner le rôle de ces forces de police, de ces militaires, etc., parce que ça fait ressortir tout le côté institutionnel de cette violence sexuelle, qui concerne à la fois et les hommes et les femmes, que je le répète encore, et depuis de longue date. Hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Et alors après, quand on se penche sur le phénomène de harcèlement sexuel dans la rue, qui moi, à mon sens, est dans une large mesure un phénomène dérivatif, on voit qu'il a aussi des racines plus anciennes. Il y a des femmes qui racontent des phénomènes de viol de collectifs, même dans les années 60 en Égypte, dans des bus, etc. Des femmes à qui je ne peux pas parler.
Mais je crois que c'est quand même très important de souligner l'importance institutionnelle et étatique finalement de ce phénomène pour comprendre pourquoi aussi c'est quelque chose qui est dans une certaine manière assez spécifique à l'Égypte. C'est-à-dire que quand on travaille aujourd'hui sur les modes de violence qui sont employés par d'autres systèmes de renseignement ailleurs dans le monde arabe, par exemple en Syrie ou ailleurs, aujourd'hui on a le choix, on a le luxe du choix si je puis dire. On se rend compte que, par exemple, dans le cas syrien, la violence sexuelle est pas du tout au centre ni au cœur de l'appareil du système de détention syrien. Alors qu'en Égypte, et c'était le sens du rapport qu'on a publié à la FIDH il y a un an, elle est systématique, c'est-à-dire qu'elle soit verbale, physique. C'est vraiment un axe avec finalement on sent derrière un choix. Ça dérive d'une volonté politique très forte qui est celle de briser vraiment les gens. Et je crois qu'avoir bien à l'esprit que finalement c'est quelque chose qui est ancré profondément dans la culture des forces de sécurité en Égypte permet de comprendre aussi l'importance de ces actes de harcèlement à un moindre niveau dans la rue en général. Parce qu'il y a vraiment une culture, il me semble, qui s'est construite autour de ça et dans laquelle il est particulièrement intéressant de questionner le rôle de l'État, le rôle de ses services, le rôle de l'armée, etc. Oui, effectivement. Alors, on trouve cette utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre dans pas mal de conflits. Mais là, on peut considérer que c'est aussi un conflit entre deux parties de la société. Mais je pensais particulièrement au Congo ou d'autres pays plutôt africains où pendant la guerre en ex-Yougoslavie, on sait aussi que les viols ont été utilisés comme une arme et c'est une manière de faire taire, de terroriser la moitié de la population. Mais vous dites en plus que ça touche beaucoup les hommes. Là, on voyait... ça touche aussi les hommes. Là, on ne voyait que le cas des femmes qui sont violées dans la rue, carrément, dans le métro, n'importe où. Une question, est-ce que vous savez ce qu'elle est devenue, Anne, parce qu'on dit qu'elle est en fuite. Je ne sais pas ce qu'elle est. Non, je ne sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Vous savez pas ce qu'elle est devenue. Oui. Alors, elle a beaucoup témoigné. Ouais. Et je crois aussi que elle est plus en Égypte. Je pense pas. Non, je sais pas. Peut-être Fadi, tu sais. Ouais, tu sais pas. Je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, Hind, elle a beaucoup témoigné. Oui, par ailleurs, ouais. Et je crois effectivement la violence sexuelle est une arme de guerre, c'est pas quelque chose qui est propre à l'Égypte. Par contre, il y a quelque chose qui est propre au printemps arabe et qui se sent énormément dans le cas de l'Égypte, que ce soit à travers toute la culture populaire qui a porté ce soulèvement, qui en est né, qui en dérive et qui continue de s'exprimer. En ce sens, c'est l'aspect révolution culturelle et aussi révolution sexuelle de ce printemps égyptien en fait. Ce qui explique aussi peut-être, c'est une hypothèse, hein, je pense que tout ça de toute façon est déjà étudié et va sans doute donner lieu à des hypothèses intéressantes, des trouvailles intéressantes, mais je crois que le fait qu'il y ait quand même, il y a une énergie, il y a une espèce de vitalité très très forte qui se dégage de la jeunesse égyptienne, bon, de la société égyptienne en général, mais surtout de la jeunesse, et qu'il y a des comportements qui étaient énormément underground avant 2011 et puis qui apparaissent un peu plus à la surface depuis, qui sont très gênants pour une partie de l'establishment militaire, politique, voire culturel, juridique, judiciaire aussi, et qui sont de l'ordre, oui, de l'expression du corps. Il y a vraiment quelque chose autour de la musique et de la danse qui s'exprime, qui est très 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 fort, et aussi des comportements et des choix personnels. Et c'est sans doute pas un hasard si cette violence sexuelle, elle redouble
du coup, à l'occasion de cette révolution, c'est qu'on sent bien qu'aussi, derrière, il y a un rapport de force autour, bien sûr, de la place de la femme, comme ces jeunes filles le montrent très bien, mais au-delà de ça, même autour de la place du corps, ses possibilités d'expression en public, en privé. Ouais, et il y a vraiment, et puis, oui, il y a vraiment une vraie révolution, je dirais, culturelle et sexuelle. Et bien sûr, cette violence se déchaîne aussi pour ça, il me semble. En ce qui concerne donc le sort des femmes égyptiennes, j'ai lu dans un récent rapport là que l'Égypte est classée tout à fait en queue de peloton de l'ensemble des pays du monde en ce qui concerne le sort des femmes, et pas seulement la violence sexuelle, mais la violence conjugale, toutes les formes de violence que peuvent subir les femmes. Y compris l'excision, des choses comme ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer que, enfin, je sais pas, ce pays qui a quand même un passé culturel très très riche en soit arrivé à ce stade? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs explicatifs. Effectivement, le taux d'excision en Égypte, il tourne autour de 90%, je crois. Un petit peu plus ou un petit peu moins. 83 peut-être. J'avais vu, il me semble, enfin, oui, il me semble avoir que j'avais plus dans ma mémoire, mais je sais pas. Alors bon, pour ce qui est de l'excision, il y a c'est un phénomène qui est quand même assez propre au bassin du Nil. 91, ouais. 91%. Bon, là, c'est un phénomène qui est considéré comme un phénomène culturel qui touche les zones voilà, du bassin du Nil. Après, je crois que c'est important de toujours garder à l'esprit. Pardon ? C'est fait par les femmes, il faut le signaler. Et aussi, oui, c'est pratiqué par les femmes. Mais il y a toute une violence sexuelle de toute façon qui est pratiquée par les femmes, effectivement, dans laquelle les femmes, y compris les militaires et les policières aujourd'hui, jouent un rôle. Et par ailleurs, je crois qu'aussi, il y a quand même, à mon avis, il y a des phénomènes sociaux, mais pas qu'à l'échelle de l'Égypte, à l'échelle régionale, qui ressortent de manière plus générale d'un état quand même de déliquescence politique. Il y a tout un tas de comportements, etc., qui s'ancrent dans quelque chose qui est très noir, au fond, l'absence de liberté, qui est aussi vécu par énormément de gens, notamment les moins aisés, comme finalement une atteinte à la virilité dans beaucoup de cas. L'omniprésence et la violence des forces de police, c'est quelque chose qui est une atteinte profonde à la virilité de beaucoup d'hommes dans le monde arabe. Je sais qu'à Gaza, par exemple, le taux de violence contre les femmes est aussi extrêmement élevé et que beaucoup d'analyses reviennent sur ce facteur-là. Bon, après, il y en a plein d'autres. Je ne vais pas évoquer ici la question de l'islam, sujet complètement sur lequel je n'ai pas du tout envie de m'engager ce soir. Et par ailleurs, qui m'apparaît pas comme primordial en l'occurrence, mais après c'est un vaste débat. Mais je pense que, et on le voit très très bien dans ce documentaire, l'Égypte, comme tous les pays, c'est un pays complexe, peut-être très complexe, et il y a énormément de violences sociales et politiques, et en même temps énormément de résistance. Je crois qu'un des mérites de ce film, c'est de montrer la résistance vraiment toute petite échelle et de manière très intime, très collée en fait à la peau des gens. On la sent dans des détails presque insignifiants, le fait de sortir dans la rue, conduire une voiture, ouvrir une porte, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment fort là-dedans, je trouve. Et je dirais que la résistance des femmes, elle est réelle, elle est très vive, très profonde. Elle s'exprime peut-être d'une manière qui est difficilement saisissable ou pas forcément théâtrale, mais elle est réelle, et le poids mais énorme des femmes dans ce soulèvement et dans tous les soulèvements qui ont suivi, qui est absolument remarquable, qui est quelque chose par ailleurs qui s'observe aujourd'hui dans l'intifada palestinienne. Il y a une très très forte présence féminine aussi,
qui dit bien qu'on est aussi dans le cadre d'une révolution culturelle à l'échelle régionale. Elle en dit long aussi. C'est-à-dire que oui, la violence contre les femmes s'exerce, et en même temps, il y a une résistance très forte. Et ça, quelle que soit l'obédience, je dirais, moi, dans les 3 ans et demi au cours desquels j'ai couvert l'actualité égyptienne pour Le Monde, après pour Mediapart, je me suis retrouvée en permanence face à des femmes engagées en politique et engagées, très fortement engagées, et des femmes, des laïcs, des athées, des frères musulmans, des libérales, des pro-armés, des salafistes. Il y avait énormément de femmes sur les listes salafistes pendant les élections parlementaires notamment. J'étais toujours frappée notamment de leur intelligence politique et de la façon dont elles utilisaient leur appartenance ou leur engagement politique au service de leur propre ascension personnelle sur des listes, etc. Et elles ne le cachaient pas d'ailleurs. Et les salafistes étaient aussi très intelligents dans leur utilisation, notamment des photos de femmes sur les listes pour leurs propres ambitions à eux. Mais enfin, je veux dire, il y a quand même, voilà, c'est tout un jeu, c'est très riche, et ce qui fait que je crois il y a encore énormément d'espoir malgré tout, parce qu'il y a des gens finalement qui sont prêts aussi à laisser leur vie, à risquer beaucoup de choses pour ça. Enfin, c'est finalement l'espoir qu'on a, je crois, aujourd'hui. Oui, c'est quelque chose qu'on voit bien dans le film aussi, que elle ne renonce pas, enfin, elle continue à se battre, même malgré les menaces, les condamnations, les tribunaux. Moi, ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est que même ceux, notamment parmi les activistes de premier plan, qui ont renoncé après, notamment le 30 juin 2013, et après que l'armée ait repris la main en Égypte, même ceux qui ont renoncé parce que c'est vraiment devenu intenable, hein, je veux dire, là c'était vraiment menace de mort, etc. Ils sont revenus. Enfin, pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont revenus, et notamment Sam Barghett, qui a failli retourner, qui a été interrogé par un tribunal militaire il y a quelques jours pour avoir publié un article sur un coup interne à l'armée mené par des officiers frères musulmans il y a quelques mois. Et c'est des gens qui sont revenus en sachant qu'ils étaient menacés, en prenant ce risque et en le faisant, en pensant servir leur cause et en toute connaissance de cause. Et de ce point de vue-là, oui, il y a énormément de gens encore en Égypte je crois, qui ne vivent que pour ça, parce que c'est invivable. Donc, en tout cas, c'est invivable pour des activistes, surtout ceux qui sont passés, qui ont vécu cette période-là, qui ont fait cette révolution. Je crois qu'ils ne vivent que pour ça, et ils sont prêts, ils sont prêts au pire, quoi. Alors, la violence sexuelle contre les prisonniers politiques dans les centres de détention et les prisons, elle existe depuis Nasser. Donc, notamment, c'est surtout entre autres, les islamistes qui ont payé un très lourd tribut à ça, ce qui explique beaucoup de choses par ailleurs. Mais c'est très intéressant d'étudier ce qui se passait sous l'époque de Moubarak, parce que d'une part, la lutte pour les droits des femmes était dans une large mesure instrumentalisée par Suzanne Moubarak elle-même. Notamment dans une perspective pour redorer l'image du régime. Donc il y avait déjà des programmes de lutte contre les violences contre les faites aux femmes, etc. Il y en a toujours, parce que Sisi est reparti dans le même jeu, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que à partir de 2005, qui est l'année à partir de laquelle il y a une mobilisation politique qui commence à naître autour de mouvements comme Kifaya, etc., par un certain nombre d'activistes qui prendront part après à la révolution de janvier 2011. Il y a déjà l'utilisation par le régime de Moubarak en 2005 de Baltaga, donc d'hommes de main, contre les manifestants et les manifestantes de Kifaya, par exemple, de ces mouvements-là. Et donc, il y a des cas d'agression sexuelle dans les manifestations qui commencent à se développer. Et puis en plus, il y a eu au début, l'idée c'était
de donner une mauvaise image des manifestants, c'est-à-dire de faire passer ces hommes de main qui agressaient les femmes dans les manifestations. En fait, au tout départ, les hommes de main agressaient pas les femmes de la manifestation en question, ils agressaient les femmes autour pour finalement ternir la réputation des manifestants, les faire passer pour des voyous. Après, il y a tout un vocabulaire assez folklorique qui tourne autour de ça. Donc, sachant que laïque peut être aussi employé d'une manière très péjorative, qui signifie débaucher. Il s'est utilisé dans ce sens-là. Il y avait cette utilisation-là d'hommes de main pour agresser des femmes aux abords des manifestations. Puis après, comme ça marchait pas et qu'il y avait de plus en plus de femmes dans les manifestations, ils les ont retournées contre les manifestantes elles-mêmes. Et là, on a vu ces cas se multiplier. Donc c'est un phénomène, ce qui dit aussi très bien que c'est un phénomène qui est qui ressort de la violence politique, d'une violence politique organisée, manipulée à merveille. Après, dans le rapport de la FIDH que j'ai rédigé l'année dernière, on rappelle un cas édifiant d'une activiste qui est agressée, je crois que c'était un peu avant donc la deuxième présidentielle, celle où Sisi est élue, par des services de sécurité. Elle est violée dans la rue par 3 hommes, pareil avec un couteau, comme raconté là, d'une manière ultra violente, etc. Et ces hommes lui disent des propos atroces, des insultes sexuelles qui visent ce qu'ils appellent les PD de la Révolution. Et les insultes, alors PD, transsexuels, etc. C'est atroce. Et là, à travers son témoignage, on sent très 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 bien à la fois la sémantique et le raisonnement politique qui est organisé autour de ces attaques, en fait, à un niveau qui est celui des renseignements égyptiens. Oui, d'ailleurs, la personne journaliste, blogueuse qui devait être là et qui a... Non, elle s'appelle Shahinaz Al-Salam, ça me dit rien. Eh bien, c'est une blogueuse qui faisait partie justement du temps de Moubarak, à ce fameux mouvement Kifaya qui rassemblait surtout des jeunes et des intellectuels, de contestation du régime, désir d'ouverture et de liberté. Bien, elle-même, elle avait été arrêtée, torturée. Donc c'est pour répondre à la question sur du temps de Moubarak, ça existait aussi. Ce qui est vrai, effectivement, c'est la dimension sociale du harcèlement de rue, qui est souvent minimisée ou passée sous silence, et qui a effectivement... d'ailleurs, les manifestants de Kifaya le sentaient souvent comme ça, c'est-à-dire il y a une dimension... et c'est souvent présenté comme ça, d'ailleurs, par le régime. Il y a une dimension jeune homme pauvre d'un quartier défavorisé qui vient tâter les fesses de la bourgeoise, quoi, si je puis dire. Donc cette dimension-là, effectivement, elle est présente. Et par ailleurs, je suis d'accord avec ce que dit Fadi sur le lien assez fluide, finalement, entre la violence sexuelle comme violence politique et violence, disons, sociale, ou plutôt, je dirais pas culturelle, mais en tout cas liée effectivement en Égypte à des événements culturels. Et je disais tout à l'heure que, voilà, quand on se penche sur l'histoire, effectivement, il y a des femmes qui racontent des phénomènes de viol collectif, alors donc au Caire dans les années 60-70, mais aussi notamment dans les campagnes, à l'occasion des mouleds ou des aïds ou des fêtes populaires, dans lesquelles il y avait certaines femmes qui se mêlaient aux hommes et qui étaient souvent des femmes, disons, aguerries, quoi, et qui savaient se défendre. Et par ailleurs aussi des phénomènes d'humiliation sexuelle d'hommes. Parce que moi, on m'a raconté des scènes où un paysan, par exemple, voleur, etc., était déshabillé au milieu des autres, battu, tout nu, etc. Donc effectivement, il y a quelque chose de très intéressant à étudier, mais par contre, là où je crois
crois qu'il est quand même important de souligner le rôle de l'État, en tout cas dans la diffusion de cette violence, parce que, surtout aujourd'hui, et le rôle et la responsabilité de ces services dans la diffusion même visible de ces violences dans la rue. C'est-à-dire que là, la question de la fluidité, elle se pose vraiment de plus en plus, parce qu'il y a un exemple qui est donné. Je veux dire, dans le film rappelle que c'est quand même Sissi qui, en 2011, justifie en tant que général les tests de virginité en disant c'est pour protéger les soldats des accusations de viol. Et ce type est quand même aujourd'hui à la tête de l'État égyptien. Donc là, il y a un vrai problème, effectivement. Mais c'est vrai que la question de la circulation politique, sociale de la violence sexuelle est un vrai sujet à part entière. Je suis complètement d'accord avec Freddy. Je suis quand même très, très surpris par la puissance, je dirais, et la permanence, je dirais, de cette violence sociale que vous avez souligné d'ailleurs, pas seulement maintenant, mais il y a longtemps aussi, et la participation de l'État à tout ça. Parce qu'il n'y a pas évidemment de violence sociale, de violence sexuelle seulement en Égypte. Tu l'as dit aussi, toi, Françoise, quand tu as parlé d'Afrique. On pourrait citer un autre pays aussi où il n'y a pas de guerre, mais c'est l'Inde. Mais là, devant la violence sexuelle en Inde, il y a une réaction de l'État. Ici, au contraire, il me semble qu'il y ait une participation de l'État. Ça, c'est quand même la grande différence. Et je dis aussi, des consoeurs, les consoeurs européennes là, ont été également victimes de cette violence sexuelle. Merci. J'ai vu aussi dans les statistiques énormément d'étrangères, qu'elles soient touristes ou qu'elles travaillent en Égypte, qu'elles soient intervenantes pour une entreprise, sont victimes de harcèlement sexuel au Caire. C'est très fréquent. Mais évidemment, dans la mesure où il y a une impunité totale, on ne voit pas pourquoi ça s'arrêterait. Ils ne sont jamais condamnés, ces types. Très rarement, là, Sissi avait fait quelques condamnations spectaculaires après son élection, notamment dans des cas de viol collectif à Tahrir, où il y a des hommes qui ont été condamnés à des peines de prison à vie ou bien 30 ans. Enfin. Mais alors d'abord, deux choses. D'abord, je crois qu'il faut faire attention parce qu'il y a aussi un effet grossissant. Les premières victimes de la violence sexuelle en Égypte, c'est quand même les Égyptiennes. Alors effectivement, quand il y a 3 journalistes occidentales à qui ça arrive, ça prend une ampleur démesurée. C'est un phénomène qui n'est pas propre à la violence sexuelle dans les rapports nord-sud, mais à la violence en général, il me semble. C'est pas si fréquent quand même dans d'autres pays. Je n'ai pas connaissance, peut-être les cas s'est produit, mais ce n'est pas si fréquent. Mais je dirais, effectivement, je dirais que c'était représentatif de l'intensité de cette violence sexuelle qui s'est déchaînée sur la société égyptienne et notamment sur le Caire et en particulier sur la place Tahrir à ce moment-là. C'est-à-dire que je crois que d'abord, je maintiens l'analyse sociale dans ces cas-là, qui me semble que au même titre qu'une jeune fille qui vient manifester sur Tahrir, une journaliste correspondante étrangère, particulièrement visible de par son aspect, son accoutrement, etc., est aussi une cible dans ce sens-là. C'est quand même tout ce qu'elle représente, etc. Puis après, par ailleurs, il y a plein de paramètres qui entrent en jeu. Mais je crois, en l'occurrence, que là, ça concernait des cas qui tournaient énormément, beaucoup de cas qui se sont déroulés autour de la place Tahrir, qui est rapidement devenu l'épicentre de cette violence sexuelle collective, en tout cas. Avec des cas très 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 organisés, très orchestrés. Il était très clair, en plus, notamment le groupe de Myriam, de toutes ces Égyptiennes qui ont monté des organisations non gouvernementales pour travailler, pour lutter contre cette violence à Tahrir à ce moment-là, et qui continuent. Elles ont toutes souligné la prégnance d'un schéma répétitif dans les modèles des agressions. C'est des cercles circulaires qui se déplacent, des types d'armes identiques, etc. Et on sent qu'il y a en fait, souvent, d'ailleurs, les groupes qui suivaient voyaient des hommes qui étaient les mêmes dans plusieurs cas, et on sentait qu'il y avait tout en tout cas un schéma très rodé de déclenchement d'une agression, avec après, bien sûr, effectivement,
des hommes qui se joignent à cette agression dans les cercles extérieurs et qui essayent de progresser vers les cercles intérieurs. Mais, donc il y avait quand même un côté très organisé à cette violence-là. Et je crois que dans une large mesure, les correspondantes étrangères qui ont été victimes de ces assauts, elles ont été des victimes de ces agressions-là, qui étaient, dans une bonne part en tout cas, organisées, enfin, délibérées. Ouais. Des réactions verbales sans grande suite sur le terrain. Le problème qui se pose dans le cas du harcèlement sexuel comme dans les autres, c'est celui du soutien écrasant des États occidentaux et européens à des régimes autoritaires, voire totalitaires. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est pas très reluisant le paysage, à part quelques États nordiques qui sauvent un peu l'honneur. Aujourd'hui, la France soutient activement le régime de Sisi, notamment en lui vendant des armes. Donc, on n'est pas du tout dans une perspective, et on l'a jamais été. Enfin, moi, l'expérience que j'ai eue en Égypte, c'est que les autorités françaises et la classe politique a été a suivi énormément avec avec un cynisme politique effrayant les événements, en donnant toujours raison, en tout cas à ceux qui les percevaient comme les plus forts. Et il se trouve que souvent ils se trompaient. Enfin, c'est assez rigolo justement de voir. Enfin, là, on voit le côté dramatique de ces retournements, de ces pseudo-retournements, parce qu'au fond, c'est toujours les services qui tiennent le gouvernail. Mais les autorités françaises ont soutenu activement les frères dès le début de la Révolution, comment dire, n'accordant même pas aux révolutionnaires, je dirais, le crédit minimum qu'ils méritaient. Et puis après, très vite, on s'est retourné, puis on a soutenu les militaires. Donc, alors le seul espoir viendra peut-être des États-Unis, parce que aux dernières informations que j'ai eues, en fait, je crois que l'attentat qui a visé l'avion russe dans le Sinaï dernièrement a changé pas mal de choses dans la perception qu'un certain nombre d'États occidentaux peut avoir des capacités de ce régime, de ses capacités sécuritaires notamment. C'est-à-dire que là, les Américains sont en train de se rendre compte que Sisi n'est pas forcément l'homme de la situation, qu'il n'est pas forcément capable de maintenir la sécurité et la stabilité, ni dans l'Égypte, ni a fortiori dans la région. Alors, est-ce que ça va résonner ici ? En tout cas, je crois qu'il y a des échanges au niveau européen sur ce sujet, et c'est quelque chose, c'est des choses qui sont susceptibles de tourner en fonction de l'air du temps, mais la France est quand même aujourd'hui un des principaux soutiens de ce régime. Il faut rappeler qu'on a vendu les frégates destinées à la Russie. On finit évidemment en Égypte, et voilà, le seul moment où il y a eu une réaction sur les violences sexuelles, c'est au moment où les journalistes françaises ont été agressées. Alors là, évidemment, à ce moment-là, il y a une réaction qui est d'Orsay, mais ça se limite à pas grand-chose. Vous n'êtes pas la réalisatrice, mais comment dire, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'hommes qui s'expriment là-dessus et qui ne prennent pas le parti des femmes, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut sortir de ces questions. Et est-ce qu'il y en a en Égypte qui manifestent à côté de ces femmes, et pourquoi est-ce qu'on leur... On le voit dans le film à un moment où il y a bien sûr, mais on voit qu'il y a beaucoup d'hommes, des jeunes hommes qui manifestent avec les femmes pour dire... Bien sûr, on le voit, bien sûr, mais je veux dire, pourquoi est-ce que on met pas la lumière sur eux? Parce que c'est leur rôle qui est déterminant dans tout ça, je pense. Mais je dirais pas que leur rôle est plus déterminant que celui des filles, mais effectivement, là, je partage votre avis, je pense que c'est peut-être la limite du film. C'est de pas souligner ce que je disais au tout début, c'est-à-dire que
c'est pas le combat des seules Égyptiennes, mais en fait c'est pas le tribut payé par les seules Égyptiennes, mais par l'ensemble de cette société à ce système répressif, etc. Et que les hommes en sont victimes autant que les femmes, d'abord en tant que détenus, enfin ceux qui passent par la case prison, c'est quasi systématique quand même. Et par ailleurs, pour ce qui est de la lutte contre ce phénomène, effectivement, c'est sans doute une lacune du film, c'est de ne pas montrer à quel point il est partagé, il est mixte. Mais encore une fois, ce qui est difficile en Égypte, c'est d'appréhender les phénomènes à leur juste valeur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se laisser aveugler par le côté remarquable et la brillance en fait de ce réseau d'activistes. Et pas que eux, hein, il y a aussi après plein d'autres phénomènes sociaux qui participent de ces luttes et de ce soulèvement et de ces batailles-là, notamment en faveur des femmes. Mais une fois encore, moi je vais pas dire que je suis devenue paranoïaque en travaillant en Égypte, mais je suis devenue très très prudente sur les effets comme ça de loupe grossissant. C'est-à-dire effectivement, oui, à l'échelle de cet univers-là, de cette société civile-là, très organisée, très professionnelle. Aujourd'hui, la société civile égyptienne qui est en train de se faire exterminer et laminer, sous nos yeux, elle a de leçons à donner à personne. C'est vraiment des gens d'un professionnalisme extrême. Peut-être que ça aussi, ça ressort pas parce que c'est difficile, je crois, de faire ressortir le génie juridique qu'ils ont, le savoir-faire qu'ils ont développé, même des gens comme Hind, par exemple, qui ont commencé par vraiment du grassroots, comme on dit en anglais, quoi. Elle est partie de son cas à elle, et puis elle s'est mise à travailler avec le Hicham Mubarak Law Center, etc. Mais quittons le Caire, quittons Garden City, quittons les officines de ces ONG qui font un travail extraordinaire, sans lesquels cette société civile-là ne vivrait pas autant. N'est peut-être pas du tout d'ailleurs. Et bougeons. Et là, je sais pas, le positionnement des hommes est sans doute peut-être moins évident ou plus complexe. Et je crois que je crois que c'est une société dans son intégralité qui est victime de cette violence, les hommes au même titre que les femmes. Mais après, la vision que chacun peut avoir de la place de la femme là-dedans, ça reste encore de l'ordre du combat, moi il me semble, du combat d'une minorité contre une vision sociale, une culture, etc. Donc, dans la liberté, le pain et après, en tout cas, la façon dont ça a été articulé par le noyau dur d'activistes qui ont fait cette révolution, c'était égal. Justice sociale, justice homme-femme, etc., pain, etc. Mais effectivement, oui, là les prix flambent en Égypte. Une société qui est vraiment au fond du trou. Ça va très 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 mal économiquement. Les gens, je crois qu'ils sont plus préoccupés de trouver une barrette de hache que de défendre la place politique ou sociale de leur sœur ou de leur maman. Pour beaucoup, il me semble. Et ça se comprend. Mais en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Voilà. Je crois que c'est assez complexe. Mais,